Quelle découverte a été fatale à cette physicienne? Comment ce tailleur a-t-il confectionné sa propre mort? L'abus de biens matériels peut-il être mortel? Pourquoi ces 3 personnes ont-elles été tuées par leur propre invention? La mort frappe de bien des manières différentes, plus qu'on ne saurait l'imaginer. Certains décès sont brutaux et violents, d'autres sont lents et méthodiques. Mais quelle qu'en soit la cause, il est toujours possible d'expliquer pourquoi un individu s'effondre, victime d'une mort subite. Paris, aux alentours de 1898. Dans la communauté scientifique, peu de personnes sont aussi respectées et admirées que Marie Curie. Elle excelle en physique et en chimie, à une époque où la plupart des femmes sont tenues à l'écart des universités. Marie Curie est une légende dans l'histoire de la science. La physicienne Daniela Monaldi connaît bien l'histoire de cette scientifique exceptionnelle. Elle a été la première femme à enseigner à la Sorbonne, à Paris. Elle a épousé un autre physicien célèbre, Pierre Curie, et tous deux ont fait d'importantes découvertes. Joyeux anniversaire, ma chérie. Merci. Ils ont reçu le prix Nobel et ils sont devenus très célèbres. Le prix Nobel leur a été attribué pour leur découverte d'un métal mou auquel ils ont donné le nom de radium. Le radium produit naturellement de l'énergie, un phénomène connu sous le nom de radioactivité, et les Curie pensent qu'elle a des vertus thérapeutiques. Ils tenaient à ce que leurs travaux servent au bien-être de l'humanité. Ils se faisaient un devoir de publier leurs résultats scientifiques. Les Curie partagent les fruits de leurs recherches avec la communauté médicale, qui va exploiter l'une de leurs plus grandes découvertes, comme nous l'explique le biologiste Doug Boram. Ils ont utilisé le radium pour résorber les tumeurs. Ils ont découvert qu'en approchant suffisamment la source de radiation de la tumeur, on pouvait empêcher les cellules de se multiplier. Les tumeurs sont constituées de cellules contenant des molécules instables, les radicaux libres. L'énergie émise par le radium perturbe le mouvement de ces molécules, ce qui endommage les cellules et détruit les tumeurs. Quand on met du radium sur une tumeur cutanée ou sur certains hématomes, il se résorbe. À l'époque, on en donnait aux gens pour qu'ils l'appliquent chez eux sur leur tumeur afin de la faire disparaître. C'était la radiothérapie de l'époque. Cette découverte ouvre de grandes possibilités dans le domaine médical. Pierre et Marie Curie s'empressent de l'expérimenter, jouant parfois eux-mêmes les cobayes. Ils ont été les premiers animaux de laboratoire à tester la puissance et les effets de la radioactivité. Pierre va même jusqu'à attacher des ampoules de radium sur son bras afin d'observer de visu les propriétés de combustion du radium. Ça commence à brûler de plus en plus. Mais la découverte des Curie est bientôt récupérée par l'industrie du commerce à des fins pour le moins étranges. Le radium servait à toutes sortes de choses. Les gens étaient tellement convaincus de ses bienfaits qu'ils en buvaient. Il y avait des eaux minérales et des fortifiants au radium. On trouve même des pâtes dentifrice au radium, promettant un sourire radieux, des sels de bain au radium et des cigarettes au radium. Mais les Curie ne courent pas après la fortune. Leur intérêt est purement scientifique. C'est alors qu'au printemps 1906, un drame se produit. Pierre Curie meurt dans un accident de la circulation. Elle reste donc seule et poursuit ses travaux. Après la mort de son mari, les recherches de la physicienne s'intensifient, tout comme sa fascination pour le radium. Elle travaillait sur le radium et d'autres radioisotopes. Elle respirait des particules radioactives qui pénétraient dans ses poumons. Elle en avait sur les mains, donc elle en ingérait quand elle mangeait et buvait son thé. Une telle exposition n'est pas sans conséquences. Avec le temps, ses os étaient tellement remplis de particules radioactives que les cellules étaient continuellement irradiées. Elles ne pouvaient plus se régénérer et mouraient en trop grand nombre. La trop longue exposition de Marie Curie aux radiations endommage sa moelle osseuse, qui n'est plus en mesure de produire de nouveaux globules sanguins. De ce fait, son système immunitaire est considérablement affaibli.
Elle est devenue de plus en plus faible. La maladie s'est développée parce que son système immunitaire ne fonctionnait pas à 100% et son sang transportait mal l'oxygène à cause du manque de globules rouges. Finalement, cette exposition prolongée aura raison de Marie Curie. Elle sombre dans le délire et son corps est rongé par la maladie. Les médecins concluent à une tuberculose. Il faudra attendre 50 ans avant de connaître la véritable cause de sa maladie. Elle a découvert une nouvelle forme de thérapie contre toutes sortes de maladies. Mais elle nous a aussi légué une nouvelle pathologie, le mal des rayons. Le 4 juillet 1934, la célèbre physicienne succombe à la maladie. La découverte du radium a valu à Marie Curie 2 prix Nobel, mais elle l'a également condamnée à une mort aussi prématurée qu'inhabituelle. Paris, en 1912. Cet homme dans son atelier s'appelle Franz Reichelt. Il est tailleur de profession. Mais il se considère également comme un innovateur et un inventeur. Le vêtement qu'il est en train de confectionner n'est pas une simple chemise, ni un costume 3 pièces. Franz Reichelt veut réaliser un rêve que peu avant lui ont essayé de réaliser. Il s'est fabriqué une paire d'ailes. D'après James Delorier, historien de l'aviation, c'est un désir inhérent à l'espèce humaine. De tout temps, l'homme a rêvé de voler. Nos religions et notre mythologie regorgent d'êtres humains prenant leur envol. Reichelt est sur le point de tenter l'expérience, mais auparavant, il s'intéresse aux pionniers de l'aviation, et notamment aux travaux révolutionnaires d'un homme, Sir George Cayley. Il était fasciné par le vol, et il a été le premier à identifier les composantes essentielles de l'aviation moderne. En 1799, Cayley a découvert les forces fondamentales de l'aérodynamique, la portance et la traînée. Voici les explications du physicien Louis Bloomfield. La portance et la traînée sont 2 forces aérodynamiques. Lorsque vous traversez l'air, si vous êtes poussé dans la même direction que l'air, c'est dû à la force de traînée. On peut la ressentir quand on sort une main par la vitre d'une voiture. La force de traînée repousse la main vers l'arrière. La force de traînée repousse l'air qui circule en sens inverse, permettant ainsi de garder un objet dans les airs. C'est le principe du parachute. La portance est une force perpendiculaire à la direction de l'air. On peut aussi la ressentir avec sa main quand on la sort par la vitre de la voiture et quand on la tourne à angle droit. Elle est soulevée vers le haut même si l'air circule à l'horizontale. La force de portance garde un objet dans les airs en déviant l'écoulement d'air qui arrive perpendiculairement. C'est le principe du deltaplane. Les forces combinées de portance et de traînée sont indispensables à tout objet volant. Reichelt connaît bien ces principes, mais pour passer de la théorie à la pratique et construire un prototype fiable, il étudie les travaux d'un autre pionnier particulièrement téméraire, Otto Lilienthal. Il avait fait beaucoup de vols planés, et ces planeurs étaient très sophistiqués pour l'époque. Il avait fait construire une colline d'où il décollait. Ces planeurs étaient de véritables œuvres d'art. Reichelt vient d'achever la sienne, issue d'un siècle de progrès technologiques, le manteau parachute. Reichelt est persuadé que son invention va transformer le monde. Son vêtement est prêt, il ne lui reste plus qu'à le mettre à l'épreuve. À suivre dans Mort subite.
Paris en 1912. Aujourd'hui, le tailleur Franz Reichelt ne confectionne pas un vêtement. Il s'apprête à changer le cours de l'histoire de l'aviation. Voici le résultat de ses recherches, le manteau parachute. L'inventeur pense que son prototype est prêt pour le test ultime. De toute évidence, il avait toute confiance en son travail. Pour ma part, j'aurais plutôt sauté d'un pont au-dessus de l'eau. Ou j'aurais essayé avec un mannequin. Mais Reichelt ne doute pas une seconde de son invention. Il décide de tenter l'expérience du haut de la Tour Eiffel. En 1912, c'est le plus haut monument du monde, culminant à 309 mètres de hauteur. Fermement convaincu que son parachute improvisé sera soumis aux forces de portance et de traînée, Reichelt déploie ses ailes et se prépare à prendre son envol. Mais quelques secondes plus tard, il se rend compte de son erreur. Il s'est certainement retrouvé dans le sens du vent. Donc, il ne pouvait plus le faire dévier. Le manteau de Reichelt n'est pas assez rigide pour repousser l'écoulement d'air vers le bas et maintenir la portance. Et il ne ferait pas de résistance au vent, comme un parachute sous l'effet de la traînée. L'envergure de ses ailes est trop petite et ne repousse pas suffisamment d'air pour maintenir une force de traînée. Sans portance et sans traînée, il a plongé vers le sol. Victime de son invention, Franz Reichelt est en chute libre. Les premières secondes de la chute, quand la résistance à l'air a moins d'importance, tout votre corps est entraîné vers le bas. Votre estomac tombe en même temps que vos mains et votre tête. Il n'y a plus de soutien ni de tension dans votre corps. Vous sentez que vous êtes en chute libre. Et c'est la panique. Une panique due à la vitesse d'accélération, 10 mètres par seconde. Mais la chute libre ne dure pas longtemps. Au bout d'environ 6 secondes, la chute libre s'arrête. Le vent vient désormais si rapidement vers vous qu'il soutient votre poids. Et vous commencez à ralentir. Vous avez l'impression de planer. En fait, vous avez atteint ce qu'on appelle la vitesse terminale, qui reste constante. Reichelt atteint la vitesse terminale à 210 mètres d'altitude. Il n'accélère plus, mais il ne ralentit pas non plus. Tous les parachutistes vous le diront, le problème, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Franz Reichelt est déclaré mort sur les lieux. Son manteau parachute n'a pas fonctionné. Et malheureusement, son invention l'a précipité vers une mort aussi subite qu'inhabituelle. « 21 mars 1947, quartier de Harlem, à New York. » Trouvant la porte d'entrée barricadée, des policiers pénètrent dans une maison par une fenêtre du premier étage. Eh oh Langley Eh oh, Langley, tu es là? Ils ont été appelés à se rendre dans la maison des Collier, appartenant à 2 frères, Langley et Homer. Un voisin s'est plaint d'une odeur pestilentielle. Mais à l'intérieur, les policiers ne trouvent d'abord qu'une montagne d'objets inutiles. C'est dans la chambre, à l'étage, qu'une surprise désagréable les attend. Homer Collier est mort, sans doute depuis plusieurs jours. Comment est-il mort? Et comment cette bâtisse a-t-elle été transformée en un bric-à-brac d'objets sans valeur? Le docteur Randy Frost est un expert de renommée mondiale en matière de traitement d'un trouble d'accumulation compulsive appelé silogomanie.
Les frères Collier sont sans doute les plus célèbres accumulateurs compulsifs. C'est toi, Langley? Les deux frères étaient issus d'une famille très fortunée. Ils ont emménagé dans cette maison au début des années 1900, en 1909. En fait, seul Langley souffrait de ce TOC. Il n'y a aucune preuve que Homer était un accumulateur compulsif comme son frère. Homer est aveugle et cloué au lit. Son frère joue les gardes-malades durant la journée, mais le soir, il quitte la maison pour se mettre en chasse. Les accumulateurs compulsifs ont un don particulier pour repérer des détails inhabituels d'un objet. Quand nous regardons quelque chose, le capuchon d'un stylo par exemple, si nous n'avons pas l'autre partie du stylo, nous regardons le capuchon. Et la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est qu'il est devenu inutile. Mais pour quelqu'un atteint de ce trouble, il y a beaucoup d'informations intéressantes. La forme, la couleur, la matière, les autres stylos sur lesquels il pourrait servir. C'est pour ça qu'il a du mal à prendre la décision de le jeter ou de s'en débarrasser. Langley ne jette jamais rien. En 15 ans, il a amassé plus de 120 tonnes d'objets apparemment inutiles. Il y avait surtout des journaux, des paquets de journaux. Mais il entassait aussi d'autres choses, comme des ressorts de sommier, des pièces détachées de calèches, de Ford Model T, tout ce qu'on peut imaginer. C'est un peu comme si tout ce que je possédais était devenu une part de moi-même. Et m'en débarrasser reviendrait à me débarrasser d'une part de moi-même. Chez Langley, ce trouble obsessionnel a des effets pernicieux. Il est devenu anxieux et paranoïaque. Cela arrive parfois avec les accumulateurs compulsifs. Ils commencent à devenir un peu soupçonneux vis-à-vis des autres ou un peu paranoïaques. Et Langley soupçonne fortement ses voisins de vouloir s'emparer de sa collection de trésors. Il met donc au point un système complexe de pièges dans toute la maison, qui déclenche des alarmes rudimentaires ou provoque la chute d'objets. Cela peut sembler excessif, mais ce sont des tactiques familières à l'historienne militaire Lynette Nussbacher. Ce genre de piège est presque aussi vieux que la guerre. Durant un siège, il y a toujours moyen de faire en sorte que l'ennemi assiégeant cause sa propre perte. La victime déclenche elle-même le dispositif qui va la tuer. Et Langley a conçu des pièges redoutablement efficaces. Les pièges peuvent être les meilleurs amis des civils, puisqu'ils protègent le foyer des intrus. Mais le plus grand risque, quand on installe ce genre de piège, c'est de l'oublier. On peut très facilement se faire tuer par son propre piège. Langley! Langley! Langley, tu vas bien? Victime de son invention, Langley meurt asphyxié, enterré vivant sous 75 kilos de papier journal. Langley! Mais qu'advient-il de son frère? Homer étant incapable de prendre soin de lui-même, il est mort de faim. En fait, il a succombé à un arrêt cardiaque qui a sans doute été déclenché par la faim. Et il a dû mourir en sachant ce qui était arrivé à Langley, à seulement quelques mètres de lui. La maison des Collier est remplie d'un tel capharnaüm que les policiers sont obligés de sortir la dépouille d'Homer par la fenêtre du premier étage. Langley, lui, reste enseveli 3 semaines supplémentaires, jusqu'à ce que le 20 décembre 1947, des ouvriers soient envoyés pour débarrasser la maison de la centaine de tonnes d'objets accumulés. Envoyez quelqu'un ici! Le cadavre en décomposition de Langley est enfin découvert. Langley Collier était un accumulateur compulsif, mais il ne se doutait pas que son obsession lui coûterait une mort aussi subite qu'inhabituelle.
Alors n'oubliez pas, si vous envisagez de sauver le monde, assurez-vous de ne pas y laisser la vie. Ou si vous avez une envie soudaine de fabriquer un costume volant, essayez-le avant de prendre votre envol. Et enfin, rappelez-vous que l'accumulation d'objets peut coûter très cher. La scientifique, le tailleur et l'accumulateur compulsif étaient tous trois de brillants esprits. Pourtant, c'est leur propre invention qui a été l'artisan de leur perte.